Les portes de Kidal viennent de se refermer comme un piège d'acier au milieu du désert. Pendant des années, cette ville a été présentée comme une forteresse rebelle, un territoire impossible à contrôler, un point de rupture permanent entre Bamako et le nord du Mali. Mais aujourd'hui, le rapport de force a changé. Les combattants qui pensaient utiliser Kidal comme refuge se retrouvent encerclés par les forces de l'alliance AES, pendant qu'Ibrahim Traoré et ses alliés imposent une nouvelle lecture stratégique de la guerre au Sahel. Ce n'est plus seulement une bataille pour une ville. C'est une bataille pour savoir qui décide de l'avenir politique de toute une région, car Kidal n'est pas un simple point sur une carte. C'est un symbole. C'est le lieu où se croisent les anciennes revendications séparatistes, les réseaux armés, les routes de contrebande, les intérêts étrangers et les fractures internes de l'État malien. Tant que Kidal restait ouverte, les ennemis de l'AES pouvaient respirer, se réorganiser et revenir frapper ailleurs. Mais une fois la ville isolée, tout le système commence à trembler. Le choc s'est accéléré après les attaques coordonnées du 25 avril 2026. Plusieurs villes ont été visées presque en même temps. Une opération d'une telle ampleur ne pouvait pas être improvisée par quelques groupes dispersés. Elle exigeait de l'argent, des renseignements, des véhicules, des armes, des relais et surtout des complicités. C'est cette réalité qui a transformé la perception d'Ibrahim Traoré. Pour lui, l'ennemi n'était plus seulement visible sur le champ de bataille. Il pouvait aussi se trouver dans les couloirs de l'État, dans les réseaux financiers et dans les contacts secrets qui alimentaient la guerre. Puis l'explosion près de la résidence du ministre de la Défense a révélé la profondeur du danger. La mort du ministre, de sa femme et de membres de sa famille n'a pas seulement provoqué la colère, elle a brisé une illusion, celle d'un État attaqué uniquement de l'extérieur. Lorsque les enquêteurs ont découvert des communications troublantes liées à des militaires et à des figures politiques, le message est devenu clair. Le Sahel affrontait une guerre à double visage. Un visage armé dans le désert. Un visage caché à l'intérieur du système. C'est pourquoi l'encerclement de Kidal apparaît comme un tournant. Ibrahim Traoré ne cherche pas seulement à soutenir une opération militaire, il veut couper le centre nerveux d'un réseau qui transforme l'instabilité en pouvoir. Et si Kidal tombait, ce ne sera pas seulement une victoire territoriale. Ce sera peut être le début de l'effondrement d'un ordre ancien. Pour comprendre pourquoi l'Alliance AES considère Kidal comme la clé de toute cette guerre, il faut revenir au moment exact où la confiance a commencé à s'effondrer à l'intérieur même des structures de sécurité maliennes. Car les dirigeants du Sahel ont découvert quelque chose de beaucoup plus dangereux qu'une offensive armée classique. Ils ont découvert que leurs ennemis connaissaient leurs mouvements avant même que les ordres ne soient exécutés. Dans la nuit du 25 avril 2026, plusieurs attaques coordonnées ont frappé différentes zones stratégiques du Mali presque simultanément. Les groupes armés semblaient connaître les itinéraires militaires, les temps de réaction et même certaines failles de sécurité normalement réservées aux cercles les plus protégés de l'État. Cette précision a immédiatement créé un climat de suspicion à Bamako, puis est arrivé l'attentat contre le ministre de la Défense. L'explosion a provoqué un traumatisme national. Mais ce qui a véritablement changé la perception des dirigeants de l'AES, ce sont les informations récupérées après l'attaque. Les enquêteurs ont découvert des échanges qui pointaient vers des complicités internes possibles. À partir de ces moments-là, la guerre n'était plus seulement perçue comme une rébellion régionale. Elle devenait un système organisé capable d'infiltrer les institutions elles-mêmes. Ibrahim Traoré a alors commencé à défendre une idée qui provoque aujourd'hui des débats bien au-delà du Sahel. Selon lui, le conflit ne peut pas être réduit à une simple question terroriste. Il parle d'une guerre de déstabilisation menée à travers des relais internes, des réseaux économiques et des acteurs qui profitent du chaos permanent. Cette vision a progressivement rapproché le Mali, le Burkina Faso et le Niger autour d'une même logique stratégique. Pour les dirigeants de l'AES, le problème principal n'est plus seulement le nombre de combattants dans le désert. Le véritable problème est la structure invisible qui permet à ces groupes de survivre. C'est là que Kidal prend une importance capitale. Depuis des années,
Cette ville représente un espace stratégique extrêmement sensible. Les routes qui traversent cette zone permettent la circulation des armes, du carburant, de l'or et des ressources financières utilisées par différents groupes armés. Tant que cet espace restait hors de contrôle total, les réseaux pouvaient continuer à fonctionner malgré les offensives militaires. Dans les quartiers populaires de Bamako, cette réalité a commencé à alimenter un sentiment de colère profonde. Un ancien sergent à la retraite, nommé Moussa, résume parfaitement cet état d'esprit. Pendant plus de 30 ans, il a servi dans l'armée malienne, il a perdu un œil dans un ancien conflit frontalier et considère encore l'uniforme comme un engagement sacré. Lorsqu'il a appris que des complicités internes pouvaient être liées aux attaques récentes, il serait resté silencieux pendant des heures devant sa maison, incapable d'accepter l'idée que certains soldats puissent vendre des informations contre de l'argent. Moussa représente une génération entière de Sahéliens qui pensent avoir vu leur pays trahi de l'intérieur pendant des décennies. Et cette perception nourrit aujourd'hui le soutien populaire envers les opérations de l'AES, car beaucoup considèrent que l'encerclement de Kidal n'est pas uniquement une opération militaire. Ils y voient une tentative de couper les racines d'un système de corruption, de trafic et de manipulation géopolitique qui fragilise le Sahel depuis des années. Cette situation a aussi changé la psychologie des dirigeants régionaux. Auparavant, plusieurs gouvernements répondaient aux attaques avec des opérations limitées et temporaires. Désormais, l'objectif semble beaucoup plus ambitieux. L'AES cherche à verrouiller les frontières stratégiques, à contrôler les routes logistiques et à empêcher les groupes armés de reconstruire leur réseau financier après chaque offensive. C'est précisément pour cette raison que Kidal est devenu un objectif prioritaire. Aux yeux d'Ibrahim Traoré et de ses alliés, laisser cette ville fonctionner comme un centre autonome reviendrait à accepter que la guerre puisse recommencer indéfiniment. Mais plus l'encerclement se resserre, plus une autre question devient inquiétante. Si des groupes armés ont été capables de financer des attaques coordonnées aussi complexes, avec des milliers de combattants et des équipements modernes, alors qui fournit réellement l'argent nécessaire à cette guerre. Car derrière les fusils et les véhicules détruits dans le désert, il existe forcément une machine financière beaucoup plus vaste. Et cette machine commence maintenant à attirer toute l'attention de l'alliance AES, à mesure que l'alliance AES avançait vers Kidal. Une réalité brutale commençait à apparaître derrière les discours idéologiques et les slogans des groupes armés. Cette guerre n'était pas seulement une confrontation politique ou ethnique. Elle représentait un immense système économique capable de générer des milliards de francs CFA dans l'ombre du désert sahélien. Pour Ibrahim Traoré et ses alliés, cette découverte a changé toute la logique du conflit. Car lorsqu'une opération mobilise des milliers de combattants dans plusieurs villes en même temps, il ne s'agit plus d'une simple insurrection improvisée. Il faut des véhicules, du carburant, des armes, des systèmes de communication, des stocks alimentaires et surtout des paiements réguliers. Derrière chaque attaque se cache une organisation financière complexe. Les estimations évoquées après les offensives du 25 avril ont provoqué un véritable choc dans les cercles stratégiques du Sahel. En additionnant les salaires des combattants, las primas, la logistique et les équipements détruits pendant les affrontements. Certains analystes parlent de dizaines de milliards de francs CFA engagés en seulement quelques jours. Et c'est précisément là que le récit officiel des groupes armés commence à s'effondrer. Comment des régions, parmi les plus pauvres du monde, pourraient-elles financer seules une machine de guerre aussi coûteuse? Dans certaines zones du nord du Mali, des familles vivent avec moins de 2 dollars par jour. Beaucoup de villages n'ont ni infrastructure moderne, ni bancas, ni industrie importante. Pourtant, au même moment, des colonnes de véhicules équipés traversent le désert avec des armes sophistiquées et des systèmes de communication avancés. Pour beaucoup d'habitants du Sahel, cette contradiction révèle une vérité évidente. Quelqu'un d'autre finance cette guerre. Un commerçant âgé nommé Amadou observe cette transformation depuis des décennies près des routes frontalières. Il explique que chaque grande offensive provoque soudainement l'arrivée d'argent inhabituel dans certaines zones. Des jeunes sans ressources apparaissent avec des motos neuves, des radios coûteuses et des armes modernes. Selon lui,
Ce phénomène ne ressemble pas à une simple rébellion populaire. Il ressemble davantage à une économie parallèle, alimentée depuis l'extérieur. Cette perception nourrit aujourd'hui la stratégie politique d'Ibrahim Traoré. Le dirigeant burkinabé affirme que le Sahel est devenu le terrain d'une guerre indirecte où le chaos permet à certains intérêts étrangers de conserver leur influence sur les ressources régionales. Dans cette lecture, l'instabilité permanente n'est pas un accident. Elle devient un outil. Car un État affaibli protège moins bien ses frontières. Un État occupé par la guerre contrôle moins efficacement ses ressources naturelles. Et un État isolé dépend davantage des puissances extérieures. C'est pourquoi l'AES présente désormais la bataille de Kidal comme une lutte pour la souveraineté économique autant que militaire. Selon plusieurs responsables sahéliens, la ville constitue un point central pour certaines routes clandestines utilisées dans le trafic d'or, d'armes et de carburant. Contrôler cet espace permettrait donc non seulement d'affaiblir les groupes armés, mais aussi de perturber leurs sources de financement. Cette dimension financière explique pourquoi l'encerclement actuel provoque autant de tensions. Plus l'AES resserre son contrôle, plus les réseaux clandestins risquent de perdre des milliards. Et derrière ces pertes potentielles se cachent des intérêts bien plus larges que les simples combattants présents dans le désert. Dans plusieurs capitales africaines, certains observateurs commencent à parler d'une guerre entre deux modèles opposés. D'un côté, l'alliance AES tente de construire un bloc régional capable de contrôler ses ressources et ses frontières. De l'autre, des réseaux armés et économiques profitent d'un espace fragmenté où le désordre facilite les trafics et les influences étrangères. Cette opposition transforme progressivement Kidal en symbole continental. Pour les partisans d'Ibrahim Traoré, si la ville tombe sous contrôle total de l'AES, cela démontrera qu'un État africain peut reprendre possession de ses territoires sans dépendre directement d'une intervention étrangère massive. Mais plus cette possibilité devient réelle, plus les tensions augmentent. Car si les routes financières du conflit commencent réellement à se fermer, alors ceux qui profitent du chaos pourraient perdre bien plus qu'une bataille militaire. Ils pourraient perdre un système entier construit sur l'instabilité du Sahel. À mesure que l'encerclement de Kidal se renforçait, une autre dimension du conflit est devenue impossible à ignorer lors. Derrière les attaques, les réseaux armés et les opérations clandestines, les dirigeants de l'alliance AES ont commencé à désigner un moteur économique précis qui alimente cette guerre depuis des années. Selon leur analyse, le véritable champ de bataille du Sahel ne se limite pas aux villes et aux frontières. Il se trouve aussi sous la terre. Le Mali fait partie des plus grands producteurs d'or du continent africain. Pourtant, dans de nombreuses zones minières, les populations vivent toujours dans une pauvreté extrême. Cette contradiction nourrit aujourd'hui une colère profonde dans toute la région. Pour Ibrahim Traoré, cette situation illustre un système où les richesses quittent l'Afrique pendant que l'instabilité reste sur place. Dans plusieurs villages proches des sites miniers artisanaux, les habitants racontent tous la même histoire. Les groupes armés ne contrôlent pas seulement des territoires. Ils contrôlent aussi les circuits économiques liés à l'extraction de l'or. Chaque gramme extrait représente une source potentielle de financement pour les réseaux présents dans le désert. Un mineur nommé Ousmane résume cette tragédie avec une phrase devenue célèbre dans son village: « L'or attire plus de prédateurs que de prospérité ». Depuis des années, il descend chaque jour dans des puits étroits avec des outils rudimentaires. Son travail nourrit pourtant un commerce mondial qui dépasse largement les frontières du Sahel. Selon lui, plusieurs jeunes de sa région ont été poussés vers les groupes armés après la destruction de leurs terres agricoles et l'effondrement des économies locales. Pour beaucoup de familles sahéliennes, la guerre et l'or sont désormais liés. Et c'est précisément ce lien que l'AES tente de briser. Les autorités maliennes, burkinabè et nigériennes considèrent aujourd'hui que certains réseaux utilisent les mines artisanales comme une source constante de revenus. L'or extrait dans des zones instables serait ensuite transféré à travers différents circuits commerciaux
avant d'entrer dans le marché international, sous une forme presque impossible à tracer. Cette accusation a provoqué des débats bien au-delà de l'Afrique. Car si cette analyse est correcte, cela signifierait que des ressources issues des zones de conflit peuvent finir dans des chaînes commerciales mondiales parfaitement légales après plusieurs transformations. C'est cette réalité qui pousse Ibrahim Traoré à parler de souveraineté économique. Pour lui, contrôler les ressources naturelles est devenu aussi important que contrôler les frontières militaires. Et, dans cette stratégie, Kidal joue encore une fois un rôle central. La ville se situe près de plusieurs routes utilisées historiquement pour les trafics transfrontaliers. Contrôler cette zone permettrait donc de surveiller plus efficacement certains flux économiques clandestins qui traversent le nord du Mali. Mais cette ambition crée aussi des ennemis puissants. Car, lorsque des milliards circulent dans l'ombre, beaucoup d'acteurs profitent du manque de transparence. Dans les diasporas africaines vivant en Europe et en Amérique du Nord, le discours d'Ibrahim Traoré trouve un écho particulier. De nombreux intellectuels africains considèrent que le Sahel subit encore une forme moderne de dépendance économique où les ressources quittent le continent sans créer de stabilité durable pour les populations locales. Cette perception renforce l'image de l'AES comme un projet politique dépassant largement la simple coopération militaire. Les dirigeants du Mali, du Burkina Faso et du Niger veulent apparaître comme les défenseurs d'une nouvelle vision africaine, basée sur le contrôle régional, des ressources et des décisions stratégiques. Mais plus cette vision progresse, plus les résistances deviennent visibles. Les sanctions économiques, les critiques diplomatiques et les campagnes médiatiques contre l'AES sont souvent interprétées par leurs partisans comme une réaction à cette volonté d'indépendance. Dans cette lecture géopolitique, le conflit autour de Kidal ne concerne plus seulement une ville rebelle. Il devient un affrontement autour du futur modèle économique du Sahel. Pendant ce temps, sur le terrain, les forces de l'AES continuent de rechercher les routes de ravitaillement, les dépôts clandestins et les réseaux logistiques reliés aux groupes armés. Chaque avancée militaire vise désormais deux objectifs simultanés, affaiblir les combattants et perturber leurs circuits financiers. C'est ce qui rend la situation actuelle si explosive. Si l'alliance AES réussit à verrouiller durablement Kidal et ses axes stratégiques, elle pourrait priver les groupes armés d'une partie essentielle de leurs ressources. Et si cela arrive, le rapport de force dans tout le Sahel pourrait changer beaucoup plus vite que prévu. Mais cette guerre économique a aussi une conséquence inattendue. À mesure que les réseaux armés perdent du terrain, certains groupes commencent à chercher de nouveaux alliés pour survivre. Et ce choix va provoquer un bouleversement moral qui risque de transformer définitivement l'image de la rébellion aux yeux du monde entier. Le moment le plus dangereux pour les groupes armés enfermés autour de Kidal n'est peut être pas militaire. Il est politique et moral, car au fur et à mesure que l'alliance AES avançait dans le nord du Mali, une information a commencé à provoquer un choc jusque parmi certains anciens soutiens de la rébellion. Plusieurs factions séparatistes auraient coopéré avec des groupes djihadistes liés à des réseaux extrémistes opérant dans le Sahel. Cette évolution a complètement changé la perception internationale du conflit. Pendant longtemps, certains mouvements présents dans le nord du Mali étaient présentés comme des organisations ayant des revendications politiques ou identitaires locales. Plusieurs observateurs étrangers considéraient encore ces groupes comme des acteurs capables de participer à des négociations futures. Mais lorsque des images et des rapports ont commencé à montrer des coopérations opérationnelles avec des groupes djihadistes, le discours a basculé. Pour Ibrahim Traoré, cette situation représentait une opportunité stratégique majeure. Car une rébellion politique peut encore bénéficier d'un certain soutien diplomatique. En revanche, une organisation associée à des réseaux extrémistes devient immédiatement un problème sécuritaire mondial. C'est précisément ce changement qu'Ibrahim Traoré et les dirigeants de l'AES ont exploité dans leur communication régionale. Ils ont commencé à présenter la bataille de Kidal non plus comme une simple crise territoriale, mais comme une lutte pour empêcher le Sahel de basculer dans un modèle de violence extrémiste durable. Cette stratégie a profondément marqué l'opinion publique dans plusieurs pays africains,
un professeur retraité nommé Karim, installé depuis des années à Washington, explique qu'il soutenait autrefois certaines revendications politiques du Nord malien. Selon lui, beaucoup de membres de la diaspora considéraient encore la question de l'Azawad comme un débat politique complexe lié à l'histoire du Mali. Mais lorsqu'il a vu apparaître des coopérations avec des groupes djihadistes, son regard a changé. Pour Karim, une ligne rouge avait été franchie. Il affirme qu'aucun mouvement prétendant défendre son peuple ne peut préserver sa crédibilité en s'alliant avec des organisations connues pour leur violence contre les civils et leur idéologie extrémiste. Cette perception s'est progressivement diffusée dans les débats internationaux. Et pendant que l'image des groupes armés se détériorait, l'AES renforçait sa propre légitimité régionale. Les dirigeants du Mali, du Burkina Faso et du Niger ont alors construit un nouveau récit politique, celui d'une alliance africaine cherchant à protéger la souveraineté régionale contre une combinaison de séparatisme armé, de trafic économique et d'extrémisme religieux. Dans cette narration, Kidal devient le symbole d'un choix historique. Soit le Sahel parvient à reprendre le contrôle de ses territoires stratégiques, soit la région risque de rester enfermée dans un cycle permanent de fragmentation. Cette bataille narrative est presque aussi importante que les combats eux-mêmes. Car dans les guerres modernes, la légitimité influence directement les soutiens internationaux, les sanctions, les aides militaires et la perception médiatique. Ibrahim Traoré semble l'avoir parfaitement compris. En associant les groupes rebelles au réseau djihadiste, il réduit considérablement la possibilité pour certaines puissances étrangères de défendre publiquement les acteurs enfermés dans Kidal. Mais cette stratégie comporte aussi des risques. Plus la pression militaire augmente, plus les groupes armés peuvent adopter des tactiques désespérées. Certains observateurs craignent que les combattants coincés dans la ville cherchent à provoquer une crise humanitaire ou à utiliser la population civile comme levier politique face à l'encerclement. C'est pourquoi la situation autour de Kidal devient extrêmement sensible. Chaque décision militaire peut désormais avoir des conséquences diplomatiques internationales. Pendant ce temps, les dirigeants de l'AES poursuivent un objectif beaucoup plus large qu'une simple victoire tactique. Ils veulent prouver qu'une coalition africaine peut gérer seule un conflit régional majeur sans dépendre entièrement des anciennes puissances étrangères. Cette ambition explique pourquoi la bataille actuelle dépasse largement les frontières du Mali. À Paris, Washington, Moscou et Pékin, plusieurs analystes observent désormais l'AES comme un test géopolitique pour l'avenir du continent africain. Si l'Alliance réussit à reprendre durablement Kidal, elle pourrait devenir un modèle pour d'autres régions cherchant à renforcer leur autonomie stratégique. Mais si l'opération échoue, les critiques affirmeront immédiatement que les États du Sahel restent incapables de stabiliser seuls leur territoire. C'est ce qui rend ce moment historique si important. Pour Ibrahim Traoré et ses alliés, la bataille de Kidal ne concerne plus uniquement le contrôle d'une ville. Elle concerne la crédibilité même d'une nouvelle vision politique africaine. Et, alors que les forces de l'AES continuent de refermer l'étau autour des groupes armés, une question commence à dominer toutes les autres. Que se passera-t-il si cette alliance réussit réellement à transformer la victoire militaire en nouveau modèle régional durable? Aujourd'hui, la poussière qui recouvre Kidal ne cache plus seulement une bataille militaire, elle révèle un changement beaucoup plus profond dans l'équilibre politique du Sahel. Pendant des décennies, cette région a été décrite comme un espace condamné au chaos permanent, incapable de contrôler ses frontières, ses ressources ou ses réseaux armés, mais l'Alliance AES tente désormais d'imposer une réalité différente. Pour Ibrahim Traoré, la bataille de Kidal représente bien plus qu'une opération de sécurité. Elle devient le symbole d'une Afrique qui cherche à reprendre le contrôle de ses décisions stratégiques après des années d'instabilité et de dépendance extérieure. Tout au long de cette crise, plusieurs vérités ont émergé. D'abord, les attaques coordonnées du 25 avril ont montré que le conflit sahélien dépasse largement les simples rivalités locales. Derrière les combattants présents sur le terrain apparaissent des réseaux financiers, des circuits clandestins et des intérêts capables d'alimenter la guerre sur une longue durée.
Ensuite, la question de l'or et des ressources naturelles a révélé une autre réalité dérangeante. Dans plusieurs régions du Sahel, les populations vivent dans la pauvreté alors que leurs territoires produisent des richesses considérables. Cette contradiction nourrit aujourd'hui une colère politique qui dépasse les frontières du Mali. Enfin, les alliances entre certains groupes armés et des organisations djihadistes ont profondément modifié la perception internationale du conflit. Pour beaucoup d'observateurs africains, cette évolution a détruit l'image d'une simple rébellion régionale et renforcé le discours sécuritaire défendu par l'AES. Mais malgré les avancées militaires, rien n'est encore totalement terminé. Reprendre une ville est une chose. Construire une stabilité durable en est une autre. Les habitants du Sahel attendent maintenant des résultats concrets, des routes sécurisées, des écoles ouvertes et des économies locales reconstruites et surtout la fin du sentiment permanent de trahison qui a marqué la région pendant des années. C'est là que commence le véritable test pour Ibrahim Traoré et ses alliés. Car si l'AES réussit à transformer cette victoire stratégique en projet politique durable, alors Kidal pourrait entrer dans l'histoire comme le moment où le Sahel a commencé à redéfinir sa propre trajectoire. Mais si les anciennes fractures reviennent, le cycle de violence pourrait recommencer. Dans les diasporas africaines du monde entier, beaucoup regardent désormais cette bataille avec un mélange d'espoir et d'inquiétude. Ils voient dans cette crise une tentative rare de construire une souveraineté régionale capable de résister aux pressions extérieures et aux réseaux du chaos. Une chose est certaine, le Sahel de demain ne ressemblera plus totalement à celui d'hier. Et pendant que les derniers regards se tournent vers Kidal, une question continue de résonner bien au-delà du désert. Sommes-nous en train d'assister à la naissance d'un nouvel équilibre africain ou au début d'un affrontement géopolitique encore plus vaste? Si vous avez été touché par cette analyse, partagez le pays depuis lequel vous regardez cette vidéo et dites-nous si, selon vous, l'Alliance AES peut réellement transformer l'avenir du Sahel. Et si vous croyez en une Afrique capable de défendre sa souveraineté, abonnez-vous pour suivre nos prochaines analyses.